Alors, le direct commence bientôt. Vous pouvez partager. Le direct va commencer. Et il ne va pas durer. Le direct va commencer. Il ne va pas durer. Partagez. Partagez le direct. Bien, de toute façon, comme on va enregistrer ce direct et le partager a posteriori, je pense donc qu'on peut valablement le commencer. Je m'adresse à la communauté scientifique nationale camerounaise, mais aussi à toute la communauté scientifique internationale. Le mathématicien et philosophe français Blaise Pascal disait en son temps, et il a été repris depuis par beaucoup d'autres, que le moi est haïssable. Le moi est haïssable, eh bien, cela veut dire qu'il n'est pas toujours aisé de parler de soi. Parfois même, il apparaît un peu prétentieux de parler de soi. Mais à cela, moi, je rétorque que qui mieux que soi peut parler de soi? Qui mieux que moi, Asako Asako, peut parler de moi? Je veux dire, qui mieux que soi connaît soi? Là, c'est une question hautement existentielle. Autrement dit, quand on enlève le petit côté de prétention que cela peut avoir, il est évident qu'on est soi-même mieux placé pour parler de soi. Voilà pourquoi il y a des situations où on est obligé de faire des retours sur soi pour légitimer un certain nombre de choses, pour justifier un certain nombre de choses. Alors, je m'adresse donc à la communauté scientifique aujourd'hui avec la légitimité de celui qui a fait ses classes de l'école primaire jusqu'à l'université, au plus haut grade qu'on puisse obtenir à l'université, et cela parmi les premiers, parmi les meilleurs, pour ne pas dire autre chose. J'ai fait de la recherche, de l'enseignement, de la recherche, mon choix de vie, ma vocation. Je ne sais pas s'il y a un seul autre métier que je pourrais choisir en dehors de la recherche et de l'enseignement. Je naîtrai 10 fois, que 10 fois je choisirai d'être enseignant-chercheur. Parce que c'est ma passion, parce que c'est ce que j'aime. Je parle avec la légitimité de celui qui a eu à obtenir quelques distinctions scientifiques, aussi bien au niveau national camerounais qu'au niveau international. Je cite comme ça, en passant, le prix d'excellence de l'Académie des sciences du Cameroun en 2001, le prix d'excellence de la francophonie en 2007. Je cite ma participation à de nombreux colloques, de nombreuses rencontres internationales, sans oublier les mêmes colloques et rencontres internationales que j'ai eu à organiser moi-même, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Je parle avec la légitimité
du membre titulaire de l'Académie des sciences du Cameroun que je suis, je parle avec la légitimité du chevalier de l'Ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, en abrégé le CAMES. Je parle avec la légitimité de celui qui a écrit une 50aine d'articles scientifiques, une 12aine d'ouvrages dans différentes disciplines, géographie, philosophie, ethnologie, bref, pour celui qui a fait un peu de terrain dans la production scientifique. Je parle avec la légitimité de celui qui veut apprendre. Oui, quand on veut apprendre, la première disposition de celui qui veut apprendre, c'est d'exposer son ignorance aux autres. C'est ce que je suis en train de faire. Quand j'écris, quand je fais mes cours, ou quand je m'adresse à un grand public comme je le fais maintenant, la vérité c'est que je vous expose mon degré d'ignorance pour qu'à travers vos commentaires, à travers vos observations, à travers vos questionnements, je puisse améliorer mon rendu scientifique. C'est pour ça, surtout, pour cette dernière raison, pour ce dernier acte de légitimité que je m'adresse à vous ce matin. Pour dire quoi donc? Je m'adresse à la communauté scientifique ce matin pour questionner les paradigmes méthodologiques que nous utilisons dans les recherches scientifiques. De façon générale, les recherches géographiques de façon particulière. J'oubliais une autre légitimité tout à l'heure, tout aussi fondamentale. Je parle avec la légitimité de celui qui a dirigé des centaines de mémoires de Master 1 et 2, la légitimité de celui qui a dirigé des dizaines et des dizaines de thèses de doctorat. Je parle avec la légitimité de celui qui a dirigé déjà une dizaine d'HDR, diplôme d'habilitation à diriger les recherches, qui est propre au système français et allemand. Je parle avec la légitimité de celui qui a participé à des centaines de jurys de master en tant que président de jury ou en tant que membre, rapporteur. Je parle avec la légitimité de celui qui a présidé des jurys et des jurys et des jurys de thèse, de doctorat ou de PhD quand je n'étais pas simplement membre, comme rapporteur ou examinateur. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que j'ai eu le temps de voir, j'ai eu le temps d'observer, j'ai eu le temps de confronter des situations. Dernière des légitimités, parce que pour faire tout ça, je parle avec la légitimité de celui qui a lu des tonnes et des tonnes d'ouvrages scientifiques. Là, je suis dans ma bibliothèque personnelle. J'ai lu des tonnes et des tonnes d'ouvrages, ce qui m'a permis de confronter un certain nombre de choses. Alors, ayant décliné cette légitimité, je reviens donc à ce qui fait l'objet de mon direct de ce jour, à savoir le questionnement paradigmatique de la méthodologie qu'on utilise dans les recherches scientifiques de façon générale et en ce qui concerne les recherches scientifiques en géographie de façon particulière. Pour dire quoi? Pour dire que je relativise l'importance que les chercheurs, que nos étudiants et même mes collègues enseignants-chercheurs
je relativise l'importance qu'ils attachent à l'adossement des recherches scientifiques sur des concepts qui existent. Je m'explique. Lorsque cela est nécessaire, on peut bel et bien adosser une recherche scientifique sur des concepts existants, sur des théories existantes. Mais, il y a un mais, et j'appuie là-dessus. Un mais qui m'amène à dire qu'il n'est pas absolument indispensable d'adosser une recherche scientifique sur des concepts ou sur des théories existantes. Pourquoi? Parce que les concepts et les théories scientifiques ont ce que j'appelle un acte de naissance. Dans cet acte de naissance-là, il est décliné le parent géniteur du concept ou de la théorie. Il est décliné là-dedans la date de naissance du concept et de la théorie. Il est décliné là-dedans le contexte dans lequel le concept ou la théorie ont été élaborés. Il est décliné là-dedans le background scientifique et culturel du concepteur du concept ou de la théorie. Il est décliné là-dedans, parce que quand je parlais du concept, du contexte, le contexte peut être temporel au plan chronologique, comme le contexte peut être spatial. Il peut même être sociétal. Il peut être institutionnel. Mais bon Dieu, dites-moi donc, est-ce que la société, le temps, les institutions, le background culturel des uns et des autres, est-ce que tout cela peut être universalisé? Je réponds non, jusqu'à preuve de contraire. Le background culturel d'Asako que moi je suis ne sera jamais le background culturel d'un monsieur Dupont, ne sera jamais le background d'un monsieur Mackenzie, ne sera jamais le background de je ne sais pas qui. Donc je ne peux pas élaborer des concepts qui ne tiennent pas compte de ce background qui fait en fait mon identité, c'est-à-dire mon ipséité, c'est-à-dire ce qui me différencie des autres, ma particularité. Par conséquent, on ne peut pas imaginer des concepts et des théories qui soient universels, qu'on puisse convoquer, quelle que soit l'étude qu'on fait. La deuxième chose que je dis à ce sujet, pour réfuter le fait que les recherches scientifiques soient obligatoirement adossées sur des concepts, est la suivante. J'ai dit tantôt que les concepts et les théories ont des actes de naissance. Ça veut dire qu'il y a un moment à partir duquel ces concepts et ces théories existent. Mais bon Dieu, que faisait-on donc avant que ces théories n'existent? Que faisait-on avant que ces concepts n'existent? La science n'existait-elle pas? Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait la science, on faisait de la recherche. Voilà. Donc on ne peut pas dire que oui, puisque il n'y avait pas de concept, alors je ne peux pas faire la recherche sur les villes, je ne peux pas faire la recherche sur l'environnement, sur je ne sais pas quoi. On ne peut pas le dire. La recherche, c'est une coulée. La recherche est une coulée. Une coulée qui ne s'arrête pas. C'est une fontaine dont la coulée d'eau est continue. On ne peut donc pas brider cela en le confinant dans des cages chronologiques ou paradigmatiques qui soient totalement étanches. La troisième raison, c'est quoi? La troisième raison, c'est que lorsque on adosse obligatoirement les concepts, les recherches à des concepts et à des théories existantes,
cela embrigade le chercheur. Ça inhibe le génie. Or, je vous le dis, l'intelligence n'a pas de limite. Il ne faut pas trouver des bornes, il ne faut pas imposer des bornes à l'intelligence. Alors, la recherche est l'occasion pour le chercheur de faire exploser son génie. C'est à l'occasion d'une recherche scientifique qu'il est donné au chercheur la possibilité de faire éclore son génie. Alors, on ne peut pas être dans ces conditions-là et confiner le raisonnement, la réflexion, dans le cadre des théories. Non, il faut laisser s'éclore le génie. Il faut laisser que le génie explose. Il faut permettre à l'intelligence de s'affirmer dans toute la plénitude de son éternité et de son infini. Voilà pourquoi je suis, pour le pire des cas, je suis contre, pour le meilleur des cas, je suis réservé, quant à la disposition qui impose aux chercheurs d'adosser forcément leur recherche sur des concepts et sur des théories. D'autant plus que dans l'articulation de la démarche scientifique, il est prévu tout naturellement ce que j'appelle la revue de littérature. Parce que c'est dans cette revue de littérature qu'il sera demandé aux chercheurs de faire le point, de faire l'état de l'art, de faire l'état de la question investiguée, en s'appuyant bien entendu sur les recherches déjà menées par les autres. Donc, qu'on se comprenne bien. Dire que les recherches scientifiques ne doivent pas absolument s'adosser sur des concepts et théories scientifiques ne veut pas dire que, en tout cas, ça n'est pas suspensif, encore moins suppressif de la revue de littérature. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La deuxième chose, le deuxième point de mon direct concerne la méthodologie de la recherche utilisée par les uns et les autres. Qu'est-ce que j'ai observé? J'ai observé à travers les mémoires de master, à travers les thèses de doctorat, beaucoup plus d'ailleurs dans les universités africaines que dans les autres où j'interviens aussi, en France, au Canada, en Suisse notamment. Qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'il y a comme une récitation méthodologique dans les mémoires et dans les thèses. Eh bien, cette récitation méthodologique a pour titre la méthodologie hypothético-déductive. Vous la retrouvez dans tous les mémoires de master, dans toutes les thèses de géographie. J'ai fait la méthode hypothético-déductive, hypothético-déductive, hypothético-déductive. Par rapport à ça, qu'est-ce que je dis? J'ai dit méthode hypothético-déductive, oui, mais pas partout et pas tout le temps. Parce que toutes les thématiques de recherche ne s'accommodent pas de la méthode hypothético-déductive. Donc, oui, mais pas partout. Parce que la mauvaise tendance qu'on a observée, c'est que c'était devenu la panacée. En fait, pas que c'était, pourquoi je parle au passé. C'est devenu la panacée. C'est devenu ce que les journalistes appellent le cube magique qu'on met dans toutes les sauces, oubliant que si on met le cube magique dans le menza, la purée de feuilles de manioc qu'on prépare chez moi, si vous mettez le cube magique dans la bouillie, eh ben, vous allez plutôt dénaturer le repas. Donc on ne peut pas, on ne doit pas appliquer la méthode hypothético-déductive partout. Je dis non. D'autant plus qu'à côté de ça, vous avez toute une panoplie de méthodologies de recherche qui ont fait leur preuve et qui continuent à faire leur preuve. Sans être exhaustif, je cite la méthode de la fusion culinaire qui permet en fait d'amener toutes les disciplines qui concourent à
l'expression d'une réalité scientifique de façon harmonieuse. Vous avez la méthode des comptes rendus d'analyse où on permet à chaque discipline, tout en étant dans l'émulsion, tout en étant dans la fusion dont j'ai parlé tout à l'heure, mais d'exprimer sa particularité dans la recherche scientifique. Vous avez en géographie la méthode holistico-systémique. Pourquoi holistico-systémique? Parce que ça permet de prendre en compte tous les aspects du phénomène investigué. Et pourquoi on y arrive? On y arrive parce que les phénomènes scientifiques se comportent exactement comme des organismes vivants. Comme organisme vivant, vous allez remarquer que lorsqu'un arbre, qui est un être vivant, lorsqu'un arbre commence à perdre les feuilles, le problème pour lequel l'arbre perd les feuilles ne se trouve pas au niveau des feuilles qui sont en train de sécher et de tomber. C'est peut-être que les vers ont attaqué les racines. Ça veut dire que si vous voulez comprendre pourquoi un arbre perd les fleurs, eh bien descendez plutôt sous terre. C'est là où vous aurez la raison, l'explication. Donc on ne peut pas continuer à s'occuper des problèmes scientifiques en s'arrêtant uniquement là où on les observe. Il faut donc, dans ces conditions, utiliser la méthode holistico-systémique qui va jusqu'à la transcendance. C'est ça l'objet de la géographie transcendante, concept que j'ai élaboré. Un peu comme pour revenir à ce que je disais tantôt, pour les actes de naissance des concepts. Avant août 2020, il n'y avait pas de géographie transcendante. Pourtant, la géographie se faisait. La géographie se faisait. Avant février 2021, il n'y avait jamais eu de mot rhomboscopie. Ça n'existait pas. Lorsque vous allez dans Google, vous tapez rhomboscopie, vous ne verrez que le livre que je viens de sortir à ce sujet. Qui a donc son acte de naissance, qui date de février 2021, comme la géographie transcendante date d'août 2020. Bon, qu'est-ce qu'on faisait pendant ce temps-là? On faisait quoi? Ça veut donc dire que si les gens avaient attendu que le livre de géographie transcendante fût publié, ou bien celui de la rhomboscopie, on aurait arrêté le train pour rien. Voilà, en tout cas, c'était une parenthèse pour revenir à ce que je disais au sujet des méthodologies à utiliser. Vous avez donc, je parlais donc de la méthode holistico-systémique qui permet de prendre un objet scientifique dans son ensemble, dans son environnement, y compris en allant à l'intérieur de ce même objet-là. Vous avez la méthode du gradient heuristique circulaire qui vous déroule les étapes d'une recherche scientifique. Depuis la conception de l'idée de recherche jusqu'à la production des résultats que j'appelle l'épilogue résurgent. Résurgent parce que même à ce niveau-là, le chercheur peut encore et doit encore se poser des questions qui le ramènent donc au point de départ. Voilà pourquoi je parle d'épilogue résurgent. Alors qu'en réalité, lorsque vous prenez la définition littéraire de l'épilogue, l'épilogue signifie la fin du discours. La fin du discours. Bon, mais il faut être réaliste pour dire en réalité que dans la science, il n'y a pas de fin de discours. Toute conclusion scientifique doit s'ouvrir pour permettre l'éclosion de nouvelles perspectives, de nouveaux axes de recherche. D'où la notion d'épilogue résurgent. Je vais même plus loin que ça pour parler de la méthode de la pâte à modeler. Pâte à modeler. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis par là que la recherche ou bien le problème de recherche se trouve entre les mains du chercheur comme une pâte à modeler. Il lui revient à lui de sculpter des formes, de donner vie à cela, à cette pâte, de donner des formes, de rendre ça attrayant, de rendre ça agréable, de rendre ça expressif, de rendre ça implémentable au plan opérationnel.
Voilà pourquoi, moi, je donne la primauté à ce que j'appelle l'intuition du chercheur. Parce que lorsque vous aurez parcouru tout ce que j'ai dit là, ce qui reste en réalité, c'est l'intuition du chercheur. En utilisant la même méthode sur un même sujet, un chercheur peut arriver à des résultats époustouflants pendant qu'un autre aura à la sortie quelque chose d'approximatif parce qu'ils n'ont pas eu le même degré d'intuition. Ils n'ont pas eu le même degré d'acuité intellectuelle. Voilà pourquoi je disais que je suis contre le fait de briguer l'intelligence. Il faut laisser l'intelligence exploser. Il faut laisser l'intelligence s'exprimer dans toute la plénitude de son acuité, en évitant donc des brides. Quand j'ai dit ça, j'arrive à quoi? Ça, c'est la conclusion de mon propos. En fait, une conclusion résurgente, comme je le disais tantôt. J'arrive à quoi? J'arrive à me poser la question de savoir quelle pertinence y a-t-il à dissocier, s'agissant de la recherche scientifique, quelle pertinence y a-t-il, disais-je, à dissocier la rédaction des documents académiques, c'est-à-dire les mémoires et les thèses, et la rédaction scientifique qui concerne les ouvrages, les articles, et ainsi de suite. Franchement, quelle pertinence y a-t-il à continuer à dissocier les deux? Parce que lorsque vous prenez un mémoire de master ou bien une thèse de doctorat, vous avez un canevas qui est déployé. Mais lorsqu'on demande à quelqu'un qui a fait une bonne thèse ou à quelqu'un qui a fait un bon mémoire de master de transformer cela en un livre scientifique, il va recommencer tout à zéro. Pourquoi il recommence tout à zéro? Il recommence tout à zéro parce que l'écriture du document académique ne cadre pas avec l'écriture des documents scientifiques, des livres. Il faut donc tout changer, il faut tout chambouler, il faut tout remodeler. Pourtant, il s'agit toujours de la science. Il s'agit toujours du génie. Alors, question simple. Est-il pertinent que nous continuions à dissocier l'écriture des mémoires et des thèses de l'écriture des ouvrages scientifiques? Je vais vous dire, ma réponse est non. On ne doit pas continuer à dissocier. Voici la preuve. Vous prenez cet ouvrage de la rhomboscopie existentielle. Vous prenez cet ouvrage de la géographie transcendante. Là, c'est moi. Après, vous prenez cet ouvrage, droit réel et domanial. Ça, ce n'est pas de moi. Droit réel et domaine national au Cameroun d'André Tienchen Djakou, le cher collègue aujourd'hui décédé. Vous prenez, je vous prends ça, l'ouvrage Baraque et pouvoir dans l'agglomération abidjanaise du collègue Alphonse Yapi Diaw, un très brillant ivoirien. Vous prenez, voilà, je vous prends ça, Incertitude environnementale, la fin des certitudes scientifiques, qui a été publié à Edisud sous la direction de Paul Allard, Denis Fox et Bernard Picon. Je peux vous multiplier comme ça. Je prends ceci. Je prends cet ouvrage, Ville nouvelle en France, qui a été publié chez Economica, sous la direction de Jean-Eudes Rouillet, qui est là. Je multiplie les livres pour que vous compreniez un peu le sens de mon argumentaire. Vous avez ici le titre foncier au Cameroun du professeur Adolphe Nikwache, qui est là, que je vous présente. Je peux prendre n'importe quel autre ouvrage scientifique. Vous avez ici l'ouvrage sur les frontières.
des frontières indépassables qui a été publié aux éditions Armand Collin sous la direction de Frédéric Douzé et Béatrice Gibelin. Qui est là? Eh bien, dans tous ces ouvrages scientifiques et tous les autres que je peux vous prendre, que ce soit de ma bibliothèque ou d'ailleurs, il y a une constante. La constante, là, c'est quoi? La constante, c'est que dans aucun de ces livres, je dis bien dans aucun de ces livres, l'auteur ne vous dit quelle méthode il a utilisée. Aucun. On ne vous dit pas que j'ai utilisé la méthode hypothético-déductive, ou bien j'ai utilisé la méthode de la pâte à moulin, ou bien j'ai utilisé la méthode du gradient heuristique circulaire, y compris quand c'est moi-même qui écris. Pourtant, ces livres sont aussi pertinents les uns que les autres. Qu'est-ce que ça me donne comme enseignement? Ça me donne comme enseignement que l'expression de la méthodologie utilisée en écriture scientifique ne paraît plus comme quelque chose qui devrait être expressément visible. Elle est sous-jacente. Cette expression-là est sous-jacente. Parce que quel que soit le livre, parmi tout ce que je vous ai présenté, quel que soit le livre publié, écrit, eh bien, l'auteur a utilisé une méthodologie qu'il n'a pas eu besoin de dire, qu'il n'a pas eu besoin d'exprimer, qu'il n'a pas eu besoin d'expliciter, sauf si on le lui demandait. Par conséquent, la méthode peut devenir quelque chose de l'en soi, quelque chose de, comment je vais dire, de supposé, et qui va s'apprécier mieux par la qualité des résultats obtenus. Voilà le point de chute de mon direct, à savoir qu'il nous faut désormais, je suppose, je souhaite être convaincu, enfin, je souhaite être compris là-dessus. Il nous faut cesser de décloisonner la rédaction des documents académiques d'avec la rédaction des ouvrages scientifiques. Il faut qu'il y ait un continuum. Pourquoi? Parce que ce sont les résultats des recherches qu'on finit par publier comme ouvrage, et ce sont ces ouvrages-là que les étudiants utilisent pour produire leur mémoire. Alors, cette bijection éditoriale, cette bijection scientifique doit nous amener à une conformisation paradigmatique. Conformisation paradigmatique qui veut que le mode de rédaction scientifique soit le même, que ce soit pour les mémoires, les thèses ou pour les ouvrages scientifiques proprement dit. Pourquoi? Parce que le but des mémoires et thèses, c'est de devenir des ouvrages scientifiques. C'est ça le but. On ne fait pas les mémoires pour que ça reste moisi dans les bibliothèques ou, c'est pas moi. On les fait pour que ça devienne après des ouvrages scientifiques qu'on peut utiliser, qu'on peut opérationnaliser. Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, ce que j'avais à dire ce matin en ces points suivants. 1. J'ai décliné la légitimité qui me fait tenir ces discours. 2. J'ai parlé du positionnement ou bien de la nécessité ou non d'adosser les recherches scientifiques sur des concepts. J'ai parlé du déroulement méthodologique dans une recherche scientifique en disant, en contestant l'universalisation qu'on veut donner à la méthode hypothético-déductive et en montrant les autres formes de méthodologie qu'on peut utiliser. Dernier point, je me suis appesanti sur la conformisation de la rédaction entre les mémoires et thèses et les ouvrages scientifiques, en disant que
on ne devrait pas continuer à avoir un mode d'écriture pour les mémoires et les thèses et un mode d'écriture pour les ouvrages scientifiques. Si vous avez compris ça, ça veut dire que vous avez compris mon direct. Je vous remercie donc pour votre aimable attention.